Bonsoir et bienvenue dans ce Disputandoum consacré ce soir au grand débat national voulu par le président de la République pour sortir de la crise des Gilets jaunes, pour répondre à ce mouvement débuté le 17 novembre dernier. On va essayer durant cette heure de débat de comprendre pourquoi ce mouvement démarré il y a maintenant 2 mois et demi continue de mobiliser sur les ronds-points. Pourquoi continue-t-il de rassembler chaque samedi des manifestants à Paris et ailleurs, notamment à Bordeaux ? Pourquoi les revendications de départ ne sont plus celles d'aujourd'hui ? Pouvoir d'achat, impôts, taxes, injustice sociale, baisse du nombre des élus sont quelques-uns des thèmes cités et qui seront sans doute abordés ce soir. Alors cette grande consultation citoyenne permettra-t-elle de sortir de cette crise et pour quel résultat ? Entre les partisans du dialogue et ceux qui dénoncent une vaste mascarade et prônent la révolution de palais, le mouvement des Gilets jaunes affiche aujourd'hui une réelle divergence. Mes invités ce soir sur ce plateau, Angéline Guillot, bonsoir. Vous êtes au mouvement des Gilets jaunes, comme on peut le constater, et vous êtes aussi animatrice en EHPAD. Également sur ce plateau, Catherine Fabre, vous êtes députée de Gironde, députée de La République En Marche, Gironde, 2e circonscription de Bordeaux. Face à vous, Franck Tiberghien, mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes, vous, artisan, commerçant à Bayonne. Merci d'être sur ce plateau. Enfin, dernier invité, Emmanuel Salabert, vous êtes le maire de Talence, maire sans étiquette. Merci à tous les 4 et puis on attend évidemment vos réflexions, vos questions via nos pages Facebook et sur Twitter avec le hashtag Noah. Alors avant de rentrer dans le vif du débat, je voudrais qu'on évoque une question qui, c'est celle des violences qui émaillent chacune de ces manifestations. Samedi à Bordeaux et à Pau, vous me disiez, les Gilets jaunes vont manifester contre les violences policières. Alors je vais m'adresser aux élus. Est-ce que vous considérez que cette manifestation ou ces manifestations sont légitimes ? Alors moi pour ma part je considère que toute manifestation et toute indication est légitime dans le sens où il y a des revendications qui doivent s'exprimer. En revanche, et comme on l'a toujours dit, l'ensemble des élus d'ailleurs le disent, elles ne peuvent pas s'exprimer dans une violence telle qu'on la voit encore aujourd'hui, qui en plus pénalise aussi un grand nombre de commerçants, par exemple dans le centre-ville de Bordeaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver aujourd'hui les moyens de manière à pouvoir échanger ensemble, sereinement, et de manière à ce que chaque camp puisse éventuellement être entendu. Alors, ces violences, je m'adresse à vous, les Gilets jaunes, est-ce qu'elles sont pour vous à mettre au compte des dégâts collatéraux inéluctables ? Alors aujourd'hui, ça devient sur le terrain très compliqué. Voilà, on subit de plus en plus de violences. Pour être sur le terrain régulièrement, c'est vrai qu'il y a les Gilets jaunes prônent pourtant le pacifisme, et c'est vrai qu'en face, on rencontre de plus en plus d'oppression. Alors, vous parlez de la violence de part et d'autre, parce qu'il y a la violence des forces de l'ordre dont on parle, celle que vous condamnez, mais il y a peut-être aussi parfois la violence des manifestants, qui sont peut-être pas des Gilets jaunes, mais qui sont des manifestants, Franck. Moi, je vais être très clair avec ce sujet. Pour avoir participé à beaucoup de manifestations, y compris à des manifestations en nocturne, les problèmes de violence, ils sont arrivés au moment et au seul moment où les manifestants se retrouvaient devant une barrière de policiers. En dehors de ça, et c'est un peu le souci d'ailleurs qui est le nôtre, c'est qu'on voit très très peu d'images sur les médias qui montrent ce qu'est un rassemblement de Gilets jaunes, ce qu'est une manifestation de Gilets jaunes dans son essence. Effectivement, est-ce que vous contestez le fait qu'il y ait de la violence qui émane du camp des Gilets jaunes ? Je conteste le fait qu'il y a de la violence des Gilets jaunes, effectivement. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que les images qu'on voit à Paris, les premières manifestations très violentes, elles sont à exonérer des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes, oui. Après, c'est vrai qu'il y a des casseurs. Il y a aussi les casseurs, et c'est vrai que ce ne sont pas les Gilets jaunes. Nous, on peut le voir sur le terrain. La violence, oui, vient des casseurs. La violence et la répression, on est face à des murs. Aujourd'hui, nous, on arrive avec nos mots, avec nos cris, avec nos Gilets jaunes, pas avec des armes. Et face à nous, on a face à nous des armes
qui ne sont même pas utilisés parfois en guerre. Catherine Favre, ce n'est pas exactement la vision que j'en ai, parce que ça fait maintenant 11 samedis que tous les samedis sur Bordeaux, il y a des manifestations des Gilets jaunes, et que souvent en amont de ces manifestations, il y a des appels sur les réseaux sociaux, et ce sont des appels à venir même détruire parfois Bordeaux. On a eu ce genre d'appels, des appels qui sont assez explicites pour justement des appels à la violence et des appels à la haine, des appels à l'intimidation aussi envers des journalistes ou des élus. Et ça, c'est un fait, quoi. Ça a existé. Alors, je ne dis pas, bien entendu, que c'est la volonté de la majorité des Gilets jaunes et surtout de la majorité de l'ensemble des personnes qui ont démarré et initié ce mouvement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je l'ai vu de mes yeux, je vous assure, moi ce que j'ai vu quand j'étais au PC de la mairie où on a les caméras municipales, j'ai pu voir dans ces barrières, au moment où effectivement il y a des barrières de CRS qui empêchent finalement l'accès à la mairie, j'ai pu voir donc la manifestation qui arrive avec des personnes devant et une pluie de projectiles sur les CRS. Je l'ai vu, cette pluie de projectiles, et les CRS qui étaient finalement assez calmes et qui essaient finalement de contenir les violences. Justement, Catherine, il faut bien comprendre que les forces de l'ordre, elles sont là pour permettre à la manifestation, puisque c'est un droit vraiment auquel je pense qu'on tient tous, ce droit à manifester, mais permettre de manifester en sécurité, et pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble des personnes qui manifestent. Et en fait, c'est très compliqué pour eux. Et comment vous expliquez que Bordeaux, c'est une ville particulièrement ciblée? On a parlé de Paris, mais Bordeaux, c'est une ville qui est particulièrement ciblée. On voit des images assez terrifiantes sur ces manifestations. C'est vrai qu'il y a Bordeaux, il y a Toulouse aussi, mais c'est vrai qu'il y a Bordeaux et on peut se poser cette question-là, effectivement. Pourquoi Bordeaux? Alors moi, je n'ai pas plus la réponse que les autres. Je pense que c'est une ville qui, aujourd'hui, a une image assez positive en France. Et que peut-être que du coup, c'est aussi une ville dans laquelle on se dit que cette manifestation aura encore plus de retentissement médiatique, sachant qu'elle a une belle image au niveau français. En dehors de ces violences, moi j'ai vraiment une pensée particulière aussi, je le disais tout à l'heure, par rapport aux commerçants, aux professionnels. On a au sein des revendications des Gilets jaunes notamment une défense accrue du commerce de proximité. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte dans la ville de Bordeaux et dans d'autres villes. Alors c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de mettre en place des mécanismes d'aide pour ces commerçants, que ces commerçants souffrent terriblement, que des emplois sont détruits, et c'est la raison pour laquelle il est temps de débattre. Franck, vous êtes vous-même commerçant. Oui, moi, je suis commerçant. Vous entendez autour de vous des commerçants qui vous disent on souffre aussi de ce mouvement? Bon, moi, je suis dans le commerce non sédentaire, donc bon, après c'est peut-être un peu différent comme contexte, malgré que, bon, effectivement, peut-être que ce mouvement-là fait que les gens en sortent moins. Mais moi, je voudrais revenir sur un sujet qui est très très important, et je pense qu'il a très 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 peu, pour ne pas dire jamais, été abordé depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup entendu les Gilets jaunes, ils ont beaucoup de revendications, ils demandent beaucoup de choses, des fois l'inverse les uns des autres, etc. Mais est-ce que quelqu'un s'est vraiment posé la question pourquoi le 17 novembre, tous ces gens qui, ce jour-là, n'étaient pas forcément des Gilets jaunes? Parce que moi, vous voyez, j'ai amené mon gilet que je porte depuis le 17 novembre. Mais par contre, je le pose là parce que je suis très très fier de le porter depuis le 17. Et là, je suis juste un citoyen qui est comme tout le monde. Et en fait, à cette question, est-ce que quelqu'un peut essayer, du moins, essayer de répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il pense exactement que les Gilets jaunes, pourquoi les Gilets jaunes sont, depuis le 17 novembre, dans la rue? Alors justement, vous posez une question qui est fondamentale. Ça fait 2 mois et demi, malgré les mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron. Alors si on rappelle, les intentions de départ, c'était une manifestation contre l'augmentation des taxes et le pouvoir d'achat. Au fond, tout ça maintenant n'est plus sur la table. Enfin, ça le reste, mais il y a évidemment beaucoup plus que ça. Est-ce que vous n'avez pas justement le sentiment, au fil du temps, d'avoir été un peu récupéré, un peu à votre insu, ce mouvement? C'est à travers l'essence et l'essence de vie
le peuple il est venu rechercher aujourd'hui à travers ça, c'est retrouver la liberté, c'est retrouver la fraternité, retrouver l'unité et de plus être dressés les uns contre les autres comme il semble se passer depuis des décennies et des décennies. Au bout du compte, on a juste envie d'avancer tous dans la même direction, main dans la main, et de ne pas être se dresser les uns contre les autres. Enfin, aujourd'hui, on a besoin de ça. Et le peuple, s'il est dans la rue, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est son instinct de survie qui parle. C'est qu'on ne peut plus, et on est une majorité, on fait des rencontres tous les jours, des gens avec des histoires, mais c'est inimaginable. Une petite dame âgée avec 3,50 € pour vivre par jour, enfin, et des situations qui sont de plus en plus difficiles, et on nous demande à nous toujours de faire plus d'efforts. Et à côté de ça, on voit que les efforts, ils sont pas faits partout. Et c'est pas là où il y a le plus d'argent qu'on en prend. C'est là, c'est à ceux qui en ont le moins. Et aujourd'hui, c'est l'essence de vie, c'est ça, c'est retrouver tout ça. Alors, oui, vous voulez peut-être répondre parce que oui. c'est une revendication. Vous entendez ce que vous dites, Bien sûr. Angéline ? Alors, c'est vrai que moi, ce message initial de dire il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui galèrent, qui vraiment ont du mal finalement, et même quand ils travaillent, ont du mal à gagner suffisamment pour vivre, ça, mais je le reçois 5 sur 5, je l'entends, et c'est évident que c'est quelque chose dont on doit tous se saisir et pour lequel il faut qu'on trouve des solutions. Ça, c'est évident, et alors, cette demande, elle est légitime. C'est le grand débat dont on va parler dans un instant, hein, c'est ça. Exactement. Je voudrais juste... Alors, oui. Après, moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que vous parlez de fraternité retrouvée, et moi, c'est vrai que c'est un des éléments. Il y a des éléments qui m'inquiètent dans le mouvement des Gilets jaunes, et on en parlait tout à l'heure, les violences, le refus parfois d'être dans des règles démocratiques. Mais il y a des éléments qui me semblent intéressants et même prometteurs. C'est justement, comme vous le disiez, le fait que on voit une envie de s'exprimer, on voit une envie de se réintéresser au débat public. Et ça me semble, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais ça me semble vraiment prometteur. On va poser la question aux maires, les maires sont en première ligne pour, au fond, après je vous donnerai la parole, Franck, pour organiser ces débats, pour recueillir au fond ces doléances. Vous constatez qu'il y a aujourd'hui, une demande, par exemple dans votre mairie, celle de Talence. Oui, on a vraiment senti, et je pense d'ailleurs par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que ça c'est pas né forcément au 17 novembre. On croise beaucoup de gens qui nous ont dit il y a eu un déclencheur en mois de novembre, mais on a affaire aussi à quelque chose qui était sous-jacent, et ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Bon, ça sévit. Dans les mairies, moi je suis un jeune maire, d'abord on a un ressenti au quotidien des gens qui viennent nous voir sur cette proximité. Moi je suis très fier qu'on ait ce rôle-là, qu'on soit un maire d'une grande ville, d'une petite ville. On est là pour être à l'écoute des gens. On a mis en place, dans le cas de Talence, et comme maintenant dans beaucoup de communes, les cahiers de doléances. Ce qu'on s'aperçoit aussi, et c'est une piste intéressante, c'est que par écrit, notamment dans ces cahiers de doléances, s'écrivent des choses simples, mais de façon très calme, posées, qui invitent au dialogue, qui sont tout à fait d'ailleurs cohérentes de ce que l'on voit, des revendications de ce que l'on entend, mais qui sont faites de façon posée. Après, il y a une organisation de débat. Dans le cas, je pense qu'il faut qu'on soit surtout pas limitatif, c'est-à-dire que dans le cadre de ma commune, on va organiser un grand débat sous l'égide de la mairie, et on a ouvert toutes les salles municipales à toutes les personnes qui souhaitent organiser un débat, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer pendant les 3 mois de ce grand débat. Donc Franck, vous vouliez la parole. Au fond, vous êtes un peu les déclencheurs de ce débat citoyen. On peut le considérer que c'est aussi la grande vertu de ce mouvement. Le grand débat. Du débat citoyen, ce dont, pourquoi on discute ce soir. Nous, on le fait depuis 12 semaines. Depuis 12 semaines, on organise des débats et des ateliers citoyens pour justement faire remonter toutes les idées des uns et des autres. En fait, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que à la différence qu'il y a entre l'organisation des débats qui se font aujourd'hui par les mairies, par le gouvernement, etc., le mouvement Gilets jaunes, lui, il a pris de l'ampleur parce que déjà, il n'a pas été prévu de le commencer à tel moment. Ça s'est fait tout seul, et ça s'est fait tout seul, pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes et les gens qui sont descendus dans la rue le 17 novembre, ils ont eu une impression bizarre qu'ils n'avaient jamais ressentie depuis des décennies. Pour les plus anciens et même des jeunes, ils ont ressenti une chose qui faisait qu'ils sentaient qu'ils étaient avec des personnes
avec des semblables, des frères, qui commençaient à fonder une famille. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes, il a pris son ampleur parce que le mouvement des Gilets jaunes, tout ce qu'il veut, et ça, je répondrai moi-même à la question que j'ai posée, le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il veut jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne parle plus trop des revendications, parce que la chose la plus importante, c'est de remettre l'humain au centre de tout. L'être humain, d'abord. D'accord. Alors, bien sûr, c'est placer l'être humain, comme disait Angélique. On va après, évidemment, évoquer... Excusez-moi, c'est très, très important. Excusez-moi, c'est très, très important de s'arrêter là-dessus. Parce que dans les débats, on entend beaucoup parler les violences, les commerces qui sont saccagés, etc. Franck, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est va évoquer le fond, bien sûr. On va évoquer le fond du problème, Franck, bien sûr. On va l'évoquer. On a bien entendu que vous mettez l'accent sur la fraternité qui entoure ce mouvement. Je ne parle pas de fraternité. Je parle vraiment que l'homme soit au centre de tout et au centre de chaque pensée. Bien. Et pour finir avec ça, ça me fait juste dire que quand on parle des violences, il faut voir une chose, c'est que nous, si c'est cette première revendication qu'on recherche, d'être dans une atmosphère fraternelle, familiale, humaine, humaniste entre nous, quand on est dans la rue et qu'on se retrouve devant des barrières de CRS dont on savait déjà qu'ils seraient là à nous attendre dans les grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Marseille ou Paris, avant même de venir, eh bien on est comme des animaux qui sont dans une cage. Parce qu'on veut juste avancer, marcher, dire qu'on veut vivre, on veut être des êtres humains. On va essayer d'avancer. Juste une réaction, puis on va avancer sur un peu le concret du débat. Une petite réponse, juste. J'entends bien que c'est un mouvement où les gens se sont retrouvés et se sentent en famille, se comprendre, etc. Mais quand vous dites fraternité entre nous, moi, ça me pose un problème, c'est que la fraternité, il faut que ce soit une fraternité avec l'ensemble des Français. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une revendication de certains Français qu'on peut comprendre, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais maintenant, il faut arriver justement à avoir cette entente et cette compréhension tous ensemble. Et c'est à ça que servent les règles. C'est pas certains Français, madame. C'est justement pour ça. C'est là où il y a le point négatif dans l'histoire et l'épine qu'il y a dans ce truc. C'est pas certains Français. C'est pour ça que je vous ai dit que ce gilet, moi, que je porte depuis le 17 novembre avec beaucoup de fierté, je n'ai porté que celui-là. Je l'ai enlevé. Je ne suis pas... On n'est pas né avec un gilet jaune. Franck, je ne suis pas un gilet jaune. Je suis comme vous, oui, mais par contre, peut-être qu'il y a une façon d'appréhender nos relations entre personnes, nous et d'autres... différentes. Après, juste une question, là, par exemple, pour répondre à cette question. Est-ce que le mouvement des foulards rouges, pour vous, c'est un mouvement citoyen? Enfin, est-ce que vous considérez que c'est un mouvement légitime aussi? Si je peux être très très franc, je pense que le mouvement des foulards rouges, c'est quelque chose qui a été construit de toutes pièces, parce que c'est un mouvement qui devait d'abord être un mouvement en soutien à M. Macron. Il y a les commerçants, beaucoup dans la... on a vu, moi, j'étais à Paris le jour, bon, j'étais pas dans les environs, mais bon, c'est un mouvement qui a été fait en soutien pour M. Macron. Ensuite, il y a eu des décisions qui ont fait qu'il ne fallait pas. Alors, après, il y a des élus de la REM. Pas en soutien pour M. Macron, en soutien pour... Ensuite, c'est devenu... En soutien pour le respect des règles républicaines. Et je pense que c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que si on veut arriver à échanger tous ensemble, il faut qu'on se mette d'accord sur un ensemble de règles qui font société. Et si on ne les respecte pas, on ne peut pas avancer. En fait, c'est juste ça. Alors, mais après, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on échange. Mais il faut qu'on échange à l'intérieur de certaines règles qu'on se donne. Sinon, on ne peut pas avancer. La seule chose aujourd'hui, la seule grande différence, c'est que les gilets jaunes ne se réduisent pas aux gilets jaunes. Les gilets jaunes sont le peuple. Voilà, et avance pour tout le peuple. C'est-à-dire aujourd'hui, les choses pour lesquelles on se bat, c'est pour tous les Français.
Et au-delà des Français, c'est peut-être aussi pour tous les citoyens du monde. Mais madame, nous aussi, en tant qu'élus, on a aussi l'envie et on se donne aussi l'ambition de aussi essayer d'avancer pour l'ensemble du peuple et des Français. Donc, si vous voulez, qu'on ait tous l'envie et l'ambition de faire avancer les choses pour tout le monde, on est d'accord. Après, vous ne pouvez pas dire on parle au nom du peuple, parce que le peuple, c'est l'ensemble de la France, et l'ensemble de la France, ce n'est pas Gilets jaunes. L'ensemble de la France n'est pas Gilets jaunes, mais une grande partie de la France crie à l'injustice depuis des années. Une grande partie de la France se sent les oubliés de la France. Enfin, aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même que c'est grâce au peuple, à toutes nos petites mains, que les lobbies, que tout ça, que les gouvernements, que tout ça, vous êtes en haut aussi. Parce que s'il n'y avait pas nous tous en bas, enfin, je veux dire, on est votre essence, en fait. Oui. Le peuple sont l'essence des gouvernements. Et aujourd'hui, eh bien, on nous presse. Vous êtes tous, c'est comme si vous étiez tous les maillons d'une même chaîne et que vous mettiez ces chaînes à nos pieds. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est la liberté et pouvoir vivre décemment avec le fruit de notre travail. Quand on travaille à deux, qu'on se donne du mal et qu'on ne peut pas finir le mois, qu'on dit à ses enfants, je suis désolée, tu vas devoir attendre la paix pour acheter les chaussures. Angéline, on va justement essayer de répondre à ces questions qui se posent, que vous avez posées depuis le début du départ. On parlait juste des maires qui sont justement en première ligne pour organiser ces débats un peu partout en France. Alors je voudrais que vous regardiez ce reportage qui a été fait pas loin de chez vous, justement à Pau, où François Bayrou était en première ligne justement pour organiser et gérer son débat citoyen. C'est un reportage de Lauriane de Casanove. La salle était pleine et le débat a duré 6 heures. 6 heures de discussion parfois houleuses. Tu les laisses parler ou pas? Merde! Et souvent émouvantes. Moi, je veux pouvoir vivre du travail. Je n'ai pas envie de faire l'aumône. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire là? Qu'est-ce que je suis obligée de faire? De dévoiler tout ce genre de choses devant des gens que je ne connais pas. Et vous croyez que c'est bien? Quelques gilets jaunes sont présents. Certains déçus partent au bout d'une heure, mais la plupart des participants restent. Dans la salle, tous les âges, tous les milieux. Je suis demandeur d'emploi depuis avril 2018. Le public, le privé, c'est la même galère. Moi, je suis une maman célibataire, découvert à partir du 15 et avec un peu de chance, des fois le 20. Quelques problématiques se dessinent. Le régime social des indépendants, le chômage, les retraites. Au final, de nombreuses prises de parole et quelques propositions plus ou moins bien accueillies. C'est censé être représenté par l'Assemblée nationale. Or, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle représente l'ensemble du peuple français. Donc, moi, ce que je propose, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est qu'on peut déjà être tiré au sort pour être juré d'assises. On pourrait parfaitement être tiré au sort pour participer au gouvernement. Eh bien, moi, je suis en désaccord complet. Je trouve que le tirage au sort, c'est l'abandon de la responsabilité d'un citoyen. À minuit, la discussion s'achève, mais beaucoup sont encore circonspects. C'est toujours utile, mais de là arriver à du concret, je pense qu'on retiendra un maximum, 1% à 10% des propositions. 4 autres débats publics sont prévus à Pau. Au programme, l'organisation de l'État ou encore la transition écologique. Emmanuel Salaberry, vous avez vu votre confrère, le maire de Pau, s'exposer à des questions. Et on voit bien que dans la salle, il n'y a pas que des gilets jaunes, il y a toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ce que disait au fond Angéline. Est-ce que d'abord vous allez vous exercer, vous sacrifier à cet exercice? Oui. Alors, j'ai même pas envie d'utiliser le terme de sacrifier. On nous donne l'occasion, on donne à tout le monde. C'est pour ça que, quand vous disiez tout à l'heure, moi, je me sens pas un camp contre un autre. Je nous sens citoyen, à un moment ou à un autre, on peut ne pas avoir les mêmes idées. Et donc, effectivement, on va laisser le temps du débat. Nous, on a voulu une organisation très simple dans la ville. C'est une introduction par le maire en forme de mot d'accueil. Et par contre, tout le reste du débat sera géré par des médiateurs, par des gens qui ont envie de prendre le débat. Parce que ce que les gens ont envie aujourd'hui, c'est ce qu'on entend avec beaucoup de sincérité. Moi, on sent des témoignages très émouvants qu'on écoute et après qu'on transforme en acte. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui que les gens attendent et je pense que c'est important. Vous participez tous les deux à ces débats, vous allez y participer? Alors, moi, pour le coup, je pense y participer parce que je pense que c'est l'occasion, justement, de pouvoir amener ce qu'on a à dire et nos idées. On pose la même question à Franck et vous venez nous dire quelles sont vos priorités. Franck, vous participerez à ce genre de débat? Participer au débat? A priori non, mais bon, enfin, j'ai entendu qu'il y en avait un sur Bayonne qui va se faire.
j'irai peut-être, mais effectivement, pour être bien franc, j'en entends pas grand-chose. D'accord. Je voudrais juste que vous répondiez au fond, brièvement et d'une façon assez précise parce qu'on a aussi envie de savoir ce que vous demandez, ce que vous allez demander au gouvernement. Vous avez devant vous une députée qui représente ce gouvernement. Quelles sont vos principales priorités? Je vais commencer par vous. Alors moi, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus le pouvoir représentatif, et qu'aujourd'hui, une assemblée citoyenne puisse, à travers le RIC en toute matière, par exemple, ou différents procédés qui peuvent voir le jour, pouvoir participer complètement à la décision, aux décisions, aux lois et à tout ce qui peut être mis en place dans le pays. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas représentés comme il se doit. Et je pense que, comme disait le jeune homme sur le reportage, voilà, tout comme les jurés ou... Voilà, on pourrait tous... Alors, il est toujours sain de discuter dans une démocratie. C'est un message qu'on a sur Facebook. On est à peu près tous d'accord, mais Franck, vous aussi. On parlait là d'organisation de la démocratie, au fond. Mais sur des décisions concrètes, vous demanderiez quoi, vous, si vous aviez des choix, 5, 6, 7, des priorités? Des priorités? Oui. Au gouvernement? Oui, sur votre cahier de doléances, par exemple. Moi, je demanderais d'abord au président Macron qu'il prenne bien conscience que ce n'est plus possible qu'il décide, qu'il prenne les décisions seul et de juste dire à la population les choses comme ça, les choses comme ça. D'accord. Mais là, on est dans des phrases, des théories, mais sur le fond, moi, j'aimerais bien que vous nous disiez qu'est-ce que vous attendez, parce que là, on ouvre un cahier de doléances avec des choses très précises. Ça peut être sur l'augmentation du SMIC, sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur les taxes de l'essence, vous avez parlé d'organisation de la démocratie, mais pour être un peu plus concret, pour que les gens qui nous écoutent sachent un peu ce que vous demandez. Pour être un peu plus concret, je rejoignais Angéline, donc effectivement... Il y a un point qui est très important pour nous, c'est donc ce RIC en toute matière qui fait que le peuple, quel qu'il soit, de quelque classe qu'il Alors RIC, il faut rappeler que c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire que chaque personne, et c'est là où je pense qu'on peut parler de véritable démocratie, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus que telle ou telle personne décide, et puis après débat. Je voudrais juste vous poser alors vous allez répondre, mais peut-être vous poser une question concrète, puisque c'est des questions qui ont été posées par le mouvement des Gilets jaunes. On a parlé de l'essence, mais par exemple sur une mesure qui est une mesure d'actualité sur les 80 km/h, par exemple, une mesure qui a été décidée, contestée, et qui a été donc présentée comme une mesure salvatrice, puisqu'elle a économisé, entre guillemets, 176 morts depuis juillet. Est-ce que cette mesure vous semble donc anormale, ou est-ce que vous considérez que le bilan étant fait, il faut la maintenir ? Est-ce que justement, par exemple, ces 90 km/h n'auraient pas pu être vus par voie de référendum pour demander l'avis des gens? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même investi de notre argent, de nos impôts, pour payer ces 80 km/h. Et quelques mois plus tard, on revient en arrière. Enfin, ça montre bien à quel point il y a des décisions sur certains sujets qui sont prises peut-être à la va-vite, alors que sur des sujets essentiels, c'est-à-dire le salaire des gens, enfin le SMIC, différentes choses, la CSG pour les retraités, enfin pour beaucoup de choses, sur des mesures importantes par rapport à l'écologie, ça prend du temps. Mais sur des choses comme ça passe rapidement et puis on revient en arrière comme si de rien n'était d'un seul coup. Alors on va laisser répondre les élus sur cette question, puis peut-être aussi sur des questions plus fondamentales qui ont été un peu à l'origine de cette colère, et notamment sur l'ISF, qui est une question fondamentale. Allez-y. Alors, moi d'abord, ce que je voudrais revenir sur le fait que les élus, enfin vous avez une vision des élus qui sont c'est un peu ce que disait Emmanuel Salaberry tout à l'heure, qui sont extraits du monde, qui sont autres, qui sont un autre camp, etc. Moi, je pense que les gens arrivent en politique, en fait, petit à petit. Ils commencent à s'investir dans un conseil municipal ou même dans leur ville, à discuter avec le maire parce que ce sont des représentants associatifs.
le maire leur dit vous êtes des représentants associatifs, vous êtes engagés, venez avec moi dans le conseil municipal. De fil en aiguille, ils s'engagent, ils y prennent goût, ils peuvent devenir maire d'une petite commune. Et puis, quand ils sont maires d'une petite commune, peut-être qu'ils peuvent aussi devenir députés ou devenir sénateurs. Donc, ils ne sont pas sortis de nulle part, les gens qui sont élus. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, sur le fait qu'ils ne sont pas représentants de vos classes sociales, ou j'ai l'impression que c'est ça que vous dites. Alors, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, ils ont des situations plus favorisées que la moyenne des Français, c'est un fait. Mais moi, je peux vous assurer, en discutant tous les jours avec l'ensemble des députés de la nation, que énormément viennent de milieux qui ne sont pas du tout favorisés. Et ils connaissent, il y en a énormément qui viennent de milieux ruraux, il y en a énormément qui viennent de familles dans lesquelles ils ont connu la pauvreté, ils ont connu la galère. Certains avaient des parents qui étaient sous le seuil de pauvreté, il y en a énormément. Il y en a énormément qui ont connu le chômage, j'en connais qui ont été SDF. Non, on a bien compris que vous voulez... beaucoup qui sont quand même chefs d'entreprise ou qui sont en lien direct avec certains lobbies aussi. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des gens qui peuvent avoir des bonnes situations, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu une vie normale, qu'ils n'ont pas eu une enfance, et que même aujourd'hui, je veux dire, moi, il y a 3 ans, j'avais une vie complètement normale. Donc, il faut, et même encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une vie complètement normale, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mes problèmes du quotidien. Donc, il faut aussi... Vous ne pouvez pas considérer qu'on est quand même des élus de la nation. Ça veut dire que les personnes nous ont élus pour les représenter. Madame Fabre, il faut que tout le monde s'exprime. On va laisser répondre. Sur ce sujet, vous savez, a priori, on n'est pas des personnes qui sommes contre les élus. On sait bien que depuis toujours, les seules personnes et les seuls, on va dire, représentants de l'État qui sont à l'écoute, a priori, des populations, c'est les maires, c'est les députés, c'est les gens qui sont près de nous. Ensuite, effectivement, comme disait Angéline, le problème, c'est qu'on sait aussi que ces élus sont soumis à des pressions des lobbies. Oui, vous pouvez me sourire. Moi, je suis pas soumise à un lobby, et ensuite, il faut bien voir aussi une chose, c'est que ce qui est marrant, on dirait que les Gilets jaunes sont contre les élus, sont contre ce que représente l'État. Mais malgré tout, vous savez aussi bien que moi que le premier qui a mis à l'écart et qui vous a exclu, c'est M. Macron. C'est M. Macron et son gouvernement qui a exclu tous les corps intermédiaires, comme on dit. Monsieur Macron, il a négocié avec des... On va demander aux maires de répondre parce que les maires étaient concernés. Il a négocié avec des syndicats. On a bien vu qu'après avoir demandé une grève, les syndicats sont ressortis contents. On sait très bien, nous, comment la réponse a été donnée. Alors, on va laisser répondre le maire. Alors moi, je suis qu'un maire, parmi 36 000. Moi, je vais vous dire quelque chose de très positif, parce que moi, je crois qu'on peut tirer des choses très positives. Moi, je suis fier aujourd'hui d'être un élu de la République. En 2014, j'ai jamais fait partie d'un parti politique. Je suis rentré en politique en 2014 en me disant juste, et peut-être un peu comme vous, pourquoi ne pas essayer de faire changer les choses? Et je pense qu'à travers notamment l'échelon communal, on peut essayer de faire bouger les choses. On a souvent parlé de la crise des vocations des maires. Moi, j'ai envie de vous dire, on est sincère dans la démarche. On n'est pas là pour essayer de... Moi, je ne suis pas soumis à quelconque lobby que ce soit. Et je pense que vous venez de dire quelque chose pour moi qui est très important. Aujourd'hui, il y a près de 3 Français sur 4 qui ont confiance dans leur maire, qu'ils soient d'un parti politique ou pas d'un parti politique. Ça veut dire aussi que la démocratie, notre chance, notre héritage, il faut qu'elle soit conservée. On peut imaginer des choses d'un point de vue du RIC, et ça appartient au gouvernement avec des seuils, etc. Mais je vous dis aussi que l'essentiel de la démocratie aussi, c'est l'échelon local. Et cet échelon local, aujourd'hui, je peux vous assurer que quand on est dans la rue, on est directement interpellé et on est souvent face à des gens qui ne sont pas forcément d'accord. On a aussi le droit à l'erreur, mais simplement qu'on est en train d'essayer de créer des conditions pour que des gens qui peut-être pas forcément se connaissent puissent savoir des choses. Vous avez raison, on a pendant un temps enlevé les corps intermédiaires. Moi, justement, est-ce que c'est une faute du gouvernement et du président de la République, Macron lui-même, qui a un petit peu négligé ces corps intermédiaires? Vous êtes maire, mais on pourrait poser la question à la représentante du gouvernement qui peut vous répondre sur cette question. Juste sur un historique, par rapport à ce gouvernement, moi je disais que la crise des Gilets jaunes, elle est intervenue en novembre 2018.
En 2014, sous le précédent gouvernement, et je ne fais pas de politique là, on a supprimé quasiment un tiers des possibilités budgétaires des collectivités locales, en oubliant d'ailleurs que les collectivités locales doivent voter des budgets en équilibre. Et on a dit aux communes, faites autant avec un tiers en moins. Et à un moment ou un autre, il est peut-être là aussi le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, d'avoir un vrai transfert de compétences vers les communes, de manière à ce qu'on puisse... Mais il nous faut des budgets pour ça. Le problème, il est là. Alors, je voudrais... Ah oui, on me l'a enlevé, mais je voudrais vous livrer la réflexion d'un internaute qui dit « Le débat, c'est aussi une façon pour Emmanuel Macron de faire sa campagne européenne ». Alors, on va parler des élections, mais je voudrais que vous répondiez à cette question, qui est une question fondamentale, qui a été reprochée au gouvernement et à Emmanuel Macron, c'est celle des corps intermédiaires, qui est peut-être, comme le disait M. Salaberry, une des causes de cette colère. En fait, je pense que toute la campagne présidentielle s'est faite avec l'idée que on a été assez... Il y a eu beaucoup d'immobilisme pendant 30 ans et que les réformes qu'il fallait mener, il fallait les mener rapidement. Et je pense qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, a dit assez clairement quelle était sa vision et quel était le chemin qu'il allait prendre pour réformer la France. Et donc, dans la première année, dans les 2 premières années, le souhait qui a été le nôtre a été d'aller assez vite, de réformer très très vite sur la base du mandat qu'on nous avait donné. Et là, peut-être effectivement que le fait d'aller trop vite, ça peut être un problème parce que finalement, on n'emporte pas la population avec soi, on n'a pas le temps d'expliquer. Et puis on a peut-être des mesures un peu impopulaires comme l'ISF qui font que... À un moment donné, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Sur l'ISF, c'était une mesure qui avait été assez clairement annoncée, le fait de le transformer en impôt sur l'immobilier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on a été un peu vite et qu'on n'a pas suffisamment... Oui, alors ça fait quand même 30 ans aujourd'hui que petit à petit, les peuples n'ont plus confiance. Parce qu'on nous balade depuis des années et des années et des années. Et qu'au bout du compte, on en revient toujours au même. On est les oubliés, les laissés pour compte. Et on est pourtant la majorité de la population. Est-ce que vous aviez, au fond, je pose cette question, est-ce que vous aviez l'espoir, parce que quand Emmanuel Macron est arrivé, il a cassé les codes, la droite, la gauche, qui avait géré depuis des années la France, avec des résultats peut-être qu'on connaît, mais est-ce que vous avez eu un espoir, justement ? Moi, je vais le remercier d'une chose, c'est qu'il a permis aux gens de se réveiller. Et ça, rien que pour ça, c'est un énorme cadeau, parce que les gens aujourd'hui ne seront plus dupes. Les gens aujourd'hui sont en train d'ouvrir les yeux. Excellent. Et c'est que le début. Parce que la vague jaune, le tsunami jaune, est en train de prendre place parce que les gens ont leur place dans ce monde-là. Même si on veut nous faire croire qu'on n'a pas réussi notre vie parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce qu'on n'a pas l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit de regarder les discours de M. Macron. Aujourd'hui, régulièrement, il ne nous loupe pas. Enfin, je veux dire, il n'a pas honte d'employer certains termes sur son peuple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la vague jaune, les marcheurs jaunes, mais c'est qu'un début. On va avancer et on va la récupérer, cette liberté. Et ça, je pense qu'il n'en a pas conscience. C'est qu'on est là pour tous. C'est vrai. Moi, je veux juste aller dans son sens parce que c'est très, très important. C'est vrai que c'est très marrant. Le gouvernement de M. Macron, je ne peux plus, je le dis franchement, je ne peux plus le supporter. Et pourtant, vous le remerciez, mais vous ne pouvez plus le supporter. Je ne peux plus le supporter. Et pourtant, comme dit Angéline, je remercie du fond du cœur M. Macron de ce qu'il a fait. Parce que M. Macron, quand il a été élu avec un très faible pourcentage de la population, il nous a fait croire qu'il faisait un programme qui mettait en participation le peuple. Il nous a fait croire et il nous a peut-être donné l'idée à nous tous qu'effectivement, on va pouvoir avoir la parole et le 17 novembre, on a su qu'on peut avoir la parole. Et pour revenir maintenant à la contradiction de ce que la République En Marche fait maintenant et l'erreur monumentale, je répète, que la République En Marche continue de faire, c'est que vous avez dit qu'on a été peut-être un peu plus vite. Mais moi, je vais dire quelque chose. Je ne sais pas si je peux regarder cette caméra, si je parlais à M. Macron. Maintenant, je lui dirais, M. Macron, s'il vous plaît, M. Macron, ralentissez avant qu'il soit trop tard. Parce que M. Macron, il continue à
chercher à savoir qu'est-ce que veulent les gens. Franck, on a entendu. Je finis juste très bien. Je finis juste pour le chose. Pour dire que l'essence est en train de augmenter. On l'a tous remarqué. Les autoroutes, le 1er février, le 1er février vont commencer à augmenter. J'ai entendu cet après-midi à la radio que les produits de première nécessité, une grande partie des produits de première nécessité vont augmenter vendredi. Je répète, Monsieur Macron, il faut faire attention à ce point. Alors, répondez. Bon, surtout ça, je veux dire, le président n'est pas non plus responsable de tout ce qui peut arriver en France, notamment les prix du pétrole. C'est pas le président qui les fixe. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous dites... Ce n'est pas le président qui les fixe, c'est un grand problème. C'est un grand problème. On peut en discuter, mais parce que le président, justement, il réagit par rapport à des choses qui viennent de plus loin. On va laisser répondre. Ce qui me gêne, en fait, dans votre manière de voir les choses, c'est que vous m'expliquez que M. Macron a été élu avec un petit socle. Mais en fait, pour faire une société, il faut quand même une vision globale. Et on voit quand même que Emmanuel Macron est celui, dans sa vision, qui a remporté le plus de suffrages. Ça veut dire que les autres, dans leur vision, en avaient rapporté moins de suffrages. Aujourd'hui, vous êtes assez nombreux. Bon, vous êtes un certain nombre. Vous accordez sur le fait que vous êtes mécontent, s'il vous plaît. Vous vous accordez sur le fait que vous avez beaucoup de mécontentement. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous souhaiteriez que ça change, mais il faut quand même arriver à faire une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à vous mettre, vous, d'accord sur, finalement, qu'est-ce que vous portez comme projet. Parce que, en fait, un projet de société, c'est pas une somme de demandes individuelles. Il faut avoir une vision globale. Et c'est ça qui est compliqué. Alors quand vous me dites, M. Macron, il a été élu avec peu de voix, c'est quand même celui qui a proposé un projet qui a rassemblé le plus de voix. Les autres en ont rassemblé moins. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, il ne représente rien. Sur combien de votants, on le sait tous. Mais c'est un problème, effectivement. C'est un problème. Et c'est pour ça que quand vous dites, je remercie M. Macron parce que la société s'est réveillée, moi aussi, je suis contente finalement que ce mouvement existe, parce que je suis aussi contente que les citoyens se remparent du débat. Écoutez-nous, madame, si vous êtes contente. Moi, je dis, je remercie M. Macron. Aujourd'hui, non. Pour ce qu'il fait là, pour ce qu'il continue de faire depuis 11 semaines, je suis loin de le remercier. Je le mets même en garde de faire ça. Mais écoutez-nous, madame, écoutez-nous. Juste pour une petite chose importante, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, sur le terrain, vous savez de quoi les gens ils parlent? Ils parlent de dictature. Parce qu'on ne peut plus manifester. C'est juste inacceptable, en fait. Alors, vous ne vous rendez pas compte. Allez dans des vraies dictatures et vous verrez ce que c'est une dictature. Je vous l'exprime. C'est quand même incroyable. Angéline, c'est ce que... Attendez. Bien sûr qu'on peut manifester. Franck, je suis désolé. Non, parce que c'est quand même important. Vous dites un mot qui est très très fort. Moi, je suis l'arbitre de ce débat, mais il y a des mots qui ont un sens et qu'il faut expliquer. Parce qu'on ne peut pas laisser passer. Vous parlez de dictature, Angéline. Est-ce que vous maintenez que la France est une dictature? Je pense qu'on est vraiment en train de tomber dans une dictature et qu'aujourd'hui, ce qu'on vit... Excusez-moi, attends, juste une seconde. Ce qu'on est en train de voir sur le terrain nous fait prendre conscience que vraiment c'est pire que ce qu'on pense, en fait. À quel point... on peut s'autoriser tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il suffit de voir les ordres qui sont donnés, par exemple, par M. Castaner aux forces de l'ordre. Voilà, il y a de nombreux exemples. Aujourd'hui, il suffit de manifester pour se retrouver avec des ennuis avec la justice. Non. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3000 personnes qui ont passé des auditions, par exemple? La plupart des manifestations ne respectent pas les règles de déclaration, par exemple. C'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent sécuriser ces manifestations sans savoir où elles passent. C'est quand même très compliqué. Donc, on a le droit de manifester, mais en respectant certaines règles. C'est ça, la société. Le droit de manifester, on nous a rabâché depuis toujours que c'est un droit fondamental. Oui, comment peut-on nous dire que vous avez le droit de manifester là où on veut et pour ce qu'on veut? Non, là où vous le déclarez. Ah mais non. Il faut qu'on puisse le sécuriser. Est-ce que vous pouvez me donner l'explication la définition du mot dictature? Est-ce que vous pouvez me donner c'est quoi pour vous une dictature?
Enfin, la définition, on peut partir sur ça si vous le voulez. Oui, mais c'est très important. Alors, je ne pensais pas que le débat serait arrivé sur jusqu'à... La dictature, c'est par exemple quand il n'y a pas la liberté de la presse et quand on empêche les journalistes de venir sur une manifestation pour couvrir un événement. Mais là, franchement, je le dément. On est en limitation de droit. Vous avez un journaliste sur ce plateau, je m'inscris en faux. Enfin, la presse, en tous les cas, le journaliste que vous avez devant vous est libre. Et je vous le dis... FR3, vraiment... Ce que je voudrais, encore une fois, c'est parce que ce débat, je voudrais qu'il soit au fond constructif. C'est pour ça qu'on vous a invité. Et l'idée, c'est qu'il en sorte de ce débat des idées. Vous avez le droit d'exprimer des doléances. Il faut que vous les exprimiez. Ensuite, il faut sortir, je crois, d'un discours un peu convenu ou un discours un peu très accusateur, parce que je crois que d'abord, il nous reste peu de temps pour résoudre la question de la dictature, et je trouve que ce mot est très fort et il n'est pas approprié. Je vous le dis très honnêtement. Donc on va laisser répondre une dernière fois sur cette question-là le maire, mais je voudrais qu'on passe quand même à des choses beaucoup plus concrètes, parce que c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est pour que vous puissiez apporter votre participation citoyenne, ce qui vous est proposé dans ce débat. Vous dites un mot, M. Salaberry. Je trouve qu'on aurait tout à gagner d'être un peu en sérénité, un peu en paix, et d'être capable de parler. Je trouve que ce terme de dictature, quand on connaît la réalité d'une dictature, il est particulièrement fort. Un ressenti, il peut l'être. Moi, madame, j'ai envie de vous dire, encore une fois, de parler d'un échelon local. Aujourd'hui, d'abord, il y a tous les Français qui ont le droit de s'exprimer. Gilets jaunes, pas gilets jaunes. Et c'est l'occasion de ce grand débat. La deuxième chose, c'est qu'il y a tout un tas d'initiatives, comme la démocratie participative, dans les communes, qui existent depuis des années, qui sont en train de monter et qui montrent l'exemple que, quelque part, on donne le pouvoir. Moi, je ne me sens pas investi d'un pouvoir particulier, juste d'essayer de faire bouger les choses dans un sens collectif. Mais par contre, rien n'est possible et rien ne sera possible si jamais on n'est pas capable, à un moment ou à un autre, sereinement, sans calcul. Quand on organise un grand débat, on n'est pas en train de se dire comment on va essayer de détourner les choses. On essaye que les gens puissent s'exprimer sereinement. Je vous le dis avec vraiment toute ma sincérité. Mais qu'on puisse, à minima, se parler. Parce que le socle de la démocratie et l'antithèse de la dictature, c'est pas d'être d'accord sur tout, mais d'être à minima capable de se parler sereinement et de façon constructive. D'être entendu. Déjà, d'être entendu, parce que c'est bien beau de parler. Mais il faut pouvoir s'exprimer d'abord, madame. Mais il faut qu'on soit entendu aussi. Il y aura évidemment un résultat qui sera apporté, en tous les cas des réponses qui seront apportées. On va vous poser la question, d'ailleurs, à ce grande consultation. Oui, bien sûr, je vais vous donner la parole. C'est vrai que ce mot que nous, on puisse dire qu'on se sent en dictature, je comprends que ça peut choquer, parce qu'on a une idée, la dictature c'est toujours ailleurs, c'est toujours dans des pays qui sont avec des pouvoirs militaires, etc. Mais la chose qu'il faut, où il faut essayer de réfléchir, madame, qui êtes vous de la République en marche, c'est de savoir, parce que là on n'est pas en train de dire des choses parce que on a envie de les dire. Pas pour faire mal. Le fait que ce sentiment-là soit venu dans nos esprits de se retrouver dans une dictature, je pense que c'est plutôt à vous poser la question, comment se fait-il qu'il y a en tout cas une partie de la population qui se sent en dictature dans ce pays ? Complètement. Mais moi, je suis d'accord, je suis bien obligée de reconnaître votre ressenti. Je le trouve incroyable, parce que pour moi, c'est une dictature, c'est bien autre chose. Et en France, on est bien loin d'une dictature, mais j'entends votre ressenti. Et on est d'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'on est souvent cité pour notre modèle, justement, de citoyenneté. Et donc, il faut faire attention avec ça. On pourrait même dire de redistribution, mais bon, on ira ailleurs. Mais je l'entends. Et justement, pour sortir de ça, parce qu'on a un malaise je voudrais même préciser, on va en y venir. On est presque dans une impasse, parce que quand on dit qu'il y a plus de 50% qui s'abstiennent dans les élections, c'est un vrai problème démocratique, et je suis bien d'accord avec vous. Donc il faut sortir de ça. Et je pense que justement ce grand débat, moi j'y crois beaucoup, parce que je me dis c'est justement l'occasion d'arriver à peut-être inventer
et vous me disiez, quelles sont vos solutions? Moi, j'en ai pas des solutions. Les solutions, elles vont justement venir, j'espère, de ce débat où certaines, on va s'apercevoir qu'on est assez nombreux à être assez d'accord sur un socle de constats. Ça, c'est la priorité à changer. Ça, c'est vraiment inacceptable. Ça, on est prêt d'y aller, mais à telle et telle condition. Voilà, c'est peut-être ça qui va émerger du débat. Et après, j'espère qu'il y aura des innovations démocratiques pour que les gens se sentent plus écoutés. Moi, c'est ça mon souhait le plus cher. Le problème, c'est que le grand débat, vous savez comme moi, qu'il a été fabriqué en évitant des questions déjà. Il y a des questions qui ne seront pas posées sur la table. Lesquelles, Franck, lesquelles? La remise en cause de l'ISF, M. Macron, M. Édouard Philippe a dit aussi qu'il ne reviendra pas dessus, c'est plié. Pourtant, c'est une revendication première. Le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, il a aussi dit qu'on peut discuter du référendum, mais pas en toute matière. Comment voulez-vous qu'il sorte quelque chose de positif là-dedans? Les questions, c'est un groupe. Enfin, les questions sont triées, les réponses sont données par les mêmes, et la médiation est faite par les mêmes. C'est pas vrai. La médiation n'est pas faite par les politiques. On va laisser parler un peu Emmanuel Salabert. Vous préjugez de quelque chose qui n'a pas encore, qui est en train de se dérouler. Aujourd'hui, le pacte que l'on a pris, les maires, globalement, encore une fois, quelle que soit leur étiquette, leur expérience, c'est de remonter de façon intégrale l'ensemble des demandes des personnes. C'est-à-dire sans filtre et sans se poser la question. Vous parlez tout à l'heure d'un référendum d'initiative citoyenne. On peut chacun avoir son avis, mais il n'est écrit nulle part. Et en plus, chacun le fait. Ce qui est intéressant aussi dans ce débat-là, c'est qu'il n'y a pas une ville, il n'y a pas un endroit qui le fait de la même façon. Il y a des gens qui ont fait les tables rondes, il y en a qui ont fait... L'essentiel, c'est qu'une parole puisse être libre. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Et surtout, et c'est ça la deuxième partie, laissons le débat naître. Et à ce moment-là, une fois que les revendications auraient été remontées, à ce moment-là, de voir quel est le suivi. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très important, monsieur. Je pense que les maires, indépendamment des députés, des sénateurs, parce que chacun a son rôle, auront aussi un rôle, non pas de contrôle, mais en tout cas de suivi des mesures. Parce qu'à un moment ou un autre, on va faire remonter tout un tas de choses, et il faudra aussi que les maires puissent, au quotidien, dire, OK, ça a été demandé, ça c'est respecté, etc. Voilà. Vous allez vous demander, et puis moi je vous pense sincère dans ce que vous dites. Je vous le confirme. Vous allez faire les demandes qu'on vous a remontées. Par contre, encore une fois, j'ai l'impression j'ai l'air de m'acharner, mais c'est comme ça. La personne qui va donner les réponses, c'est M. Macron. Ça fait depuis le 17 novembre, 11 semaines, qu'on lui demande de donner des réponses. Franck, est-ce que c'est pas légitime d'attendre la fin de cette consultation et de porter un jugement après? On lui pose depuis le début, il ne veut pas y répondre. Et moi j'ai une question, c'est pourquoi organiser le grand débat? Parce que je trouve que c'est une bonne initiative, alors qu'il n'a pas l'intention de changer sa politique. Il le dit et le redit régulièrement lorsqu'il est interrogé aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs. Il a déclaré de manière très claire que ce débat allait donner lieu à des transformations et à des mesures profondes. Je pense qu'il a vraiment pris la mesure de l'attente des citoyens et que son souhait profond, c'est d'avoir des mesures vraiment fortes. Et moi, j'y crois beaucoup et je me suis moi aussi assurée que ce grand débat allait justement aboutir sur quelque chose de fort. Pourquoi l'ISF ? Pourquoi l'ISF, on ne revient pas dessus ? En fait, l'ISF, c'était une promesse de campagne, il a été élu sur ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir réfléchir sur l'impôt, sur la fiscalité. Comment est-ce qu'on impose les plus riches? Comment on impose les moins riches? Comment on impose les revenus du patrimoine? La République en marche ne fait que réfléchir à ce qu'elle pourra éventuellement faire. On sait très bien on peut réfléchir ensemble, je voulais dire. Franck, vous mettez face au micro, on ne vous entend pas très bien. La réforme de l'ISF a été faite en 2 temps, 3 mouvements. Il nous reste 6 minutes, je vais vous donner la parole. Je voudrais qu'on aborde une question, parce que vous disiez qu'il faut aussi que ces gilets jaunes structurent leur pensée, puisqu'il y a autant de gilets jaunes parfois que de programmes, donc il faut, pour avoir une action politique, qu'elle soit structurée. Il y a des élections européennes et vous aurez une représentante. D'ailleurs, je précise que dans une dictature, les gilets jaunes n'auraient pas eu la possibilité de se présenter. Donc, vous avez une représentante, Ingrid Levavasseur,
qui va se présenter. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette liste et de cette participation? Alors déjà, pour moi... quel sera le programme au fond? Alors pour moi, la première erreur déjà qu'elle a faite, c'est de mettre sa proposition à sondage et de ne pas suivre les sondages. Voilà, on est justement dans une dynamique où on a envie de pouvoir tous amener les choses et mettre en avant les choses. Aujourd'hui, elle a voulu faire, selon moi et selon beaucoup de gilets jaunes, cavalier seul, puisque quand elle s'est proposée pour pouvoir monter cette liste, la plupart des gilets jaunes étaient contre. Alors, contre peut-être parce que la façon dont les choses étaient amenées ne leur convenait pas, ou que pour eux, on n'avait pas encore assez bâti quelque chose de solide pour pouvoir avoir du poids. Mais aujourd'hui, elle n'a pas suivi la majorité. Et je pense que c'est en ça sa grande erreur, oui. Donc elle est disqualifiée, vous dites qu'elle ne représente plus le mouvement des Gilets jaunes? Alors me concernant, voilà, je vote en touche parce que à partir du moment où elle n'était pas dans cette aspiration où c'est tous ensemble qu'on avance et où elle ne suit pas la majorité, non, elle n'est pas plus représentative que d'autres. Mais est-ce que moi, je vote en touche aussi pour Ingrid Levavasseur. Je regrette parce que, franchement, je l'aimais beaucoup, cette fille. Je l'aimais beaucoup, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, jamais parlé. Je l'aimais beaucoup, elle avait un discours, vraiment, elle avait un discours simple et puis vraiment qui était libre. Et on est beaucoup à pas avoir compris qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, elle sorte totalement du champ de ce qu'est, on va dire, l'esprit gilet jaune, l'esprit de ces échanges, tout ça. Elle s'est fait entraîner dans quelque chose qui rentre dans la politique. Est-ce que bon, on lui a fait des propositions voilà, elle s'est détournée, effectivement. Bon, je demande à voir. Elle n'est plus, pour vous, légitime non plus comme... Elle n'est pas légitime. Déjà, elle n'est pas légitime parce que qui l'a nommée en tant que représentante de Gilets jaunes, c'est pas nous. D'accord. Voilà, c'est aucun gilet jaune. Il n'y a pas eu de vote. Et nous... D'accord. Donc elle va quand même porter le dossard Gilets jaunes aux élections européennes, et sans vous. Sans nous, certainement, qui la soutiendront pas, parce qu'on sait qu'elle va être obligée, à un moment donné, de faire des... Excusez-moi du mot, mais bon, des courbettes à un moment donné, parce qu'elle voudra essayer d'arriver à son but. Alors les 13% des Gilets jaunes, ça fait peur au gouvernement, à la majorité présidentielle, Catherine Fabre? Non, moi je pense... Dans les sondages, hein. Oui, bien sûr. Moi, je pense que les Gilets jaunes, s'ils veulent s'exprimer sur un projet de société... je ne vois pas comment ils peuvent faire sans se structurer, sans créer de parti. Enfin, c'est là où j'ai eu un peu du mal à vous suivre. C'est que pour moi, si vous proposez quelque chose, il faut le porter. Ce quelque chose, il faut le porter auprès des électeurs. Il faut se structurer voilà, exactement. pour pouvoir porter quelque chose de viable, exactement. De pertinent et d'adapté. Tout à Parce fait. que porter quelque chose qui n'a pas de sens, avouez, Angélique, que vous n'arrivez pas à vous structurer. Mais tout à fait. Mais avouez que c'est votre mouvement lui-même qui n'arrive pas à se structurer. On a 12 semaines, on est né il y a 12 semaines. Ça se structure plus vite que vous l'imaginez. Il y a énormément de choses qui se font. On s'améliore tous les jours. Écoutez, moi, c'est ce que j'espère, parce que moi, honnêtement, je suis vraiment profondément démocrate, et je me dis, il y a un vrai mouvement, il a des choses à proposer, qu'il se structure et qu'il propose, et puis là, on pourra commencer à vraiment... Pourquoi vous dites qu'il propose? Discuter, que le mouvement propose. Mais vous nous mettez à part. Nous, ce qu'on peut dire, nous, moi, ce que j'espère... Je suis peut-être dans un rêve. J'espère qu'on peut dire qu'on propose. Vous voyez, on est 5 personnes, on propose. Oui, c'est pas vous proposer. Nous, on n'est pas à part. Bon, on propose, c'est bien sûr. Non, mais je veux dire, on propose, donc on retiendra. C'est le but du grand débat. On se parle tous. C'est l'objet de ce grand débat. Je mets tout le monde. Il nous reste 1 minute 50. Emmanuel Salaberry, vous n'avez pas beaucoup parlé. Répondre un peu à cette question de l'élection, qui est une élection fondamentale et qui va se poser tout de suite, cette échéance électorale. Qu'est-ce que vous en pensez avec la présence des Gilets jaunes? Alors moi, je pense qu'on est en train de reconstituer du capital social, finalement, à travers ce mouvement, et qu'on est en train d'essayer effectivement de regagner. Je trouve qu'on aurait tort de dissoudre le mouvement des Gilets jaunes dans des élections européennes qui ont pour trait le projet que l'on souhaite pour l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui, elle est quand même menacée
par beaucoup d'extrêmes. Et les revendications des Gilets jaunes, et encore une fois, pas que des Gilets jaunes, mais des Français en général, sont bien au-delà des frontières de l'Europe. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on arrive concrètement. Mais moi, j'ai envie de vous dire, structuration ou pas structuration, il y a le débat, il y a un échange, quel que soit le canevas, et c'est aux élus, indépendamment d'une élection, de se prendre en main et d'essayer de se dire, voilà les remontées qui ont été faites, et comment on peut concrètement apporter des solutions pour que demain et après-demain, parce qu'il y a des choses aussi, on le sait, qui vont prendre nécessairement du temps. Et moi, personnellement, j'y crois. Et on peut prendre l'engagement de se retrouver tous les 4 à l'issue de cette consultation, si vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir. Peut-être constater les choses plus que être dans l'incantation ou la suspicion. Je voudrais vous remercier à tous les 4 d'avoir participé à ce débat, parfois un peu difficile, mais en tous les cas, la vertu, c'est de se retrouver, de se partager, de discuter. C'est de ça que naissent les solutions. Je regrette un mot, c'est celui de dictature. Je sais que parfois ça peut échapper, mais c'est un mot que personnellement je ne valide pas sur ce plateau. J'entends bien. Je vous remercie et je vous invite avec grand plaisir pour un débat futur avec encore une fois des élus. Merci à tous les 4 et merci d'être fidèles à ce débat citoyen de la chaîne Noah Disputant. Merci à vous.